de ce procès qui se poursuit encore au niveau de la justice. Ça tombe au moment où vous avez organisé, Samba Thiam, une rencontre sur les droits de l'homme, l'islam, entre autres religions. Quelle analyse faites-vous de ce procès qui se déroule aujourd'hui au Sénégal, et surtout quand on parle de religion, droits de l'homme et politique? Monsieur Diop, merci de m'avoir invité. Vous êtes le bienvenu. Cette demande coïncide bien, effectivement, avec l'organisation d'un séminaire international co-organisé par notre Institut des droits de l'homme et de la paix, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et l'École de la paix de Grenoble. Je voudrais aussi saluer Monsieur Thioune, ravi de faire votre connaissance. Nous sommes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est incontestable, ça ne se discute pas. C'est un phénomène dénoncé partout dans le monde. Le Sénégal se doit aussi de mettre en place un système répressif assez efficace. Mais dans tous les cas, j'en discutais d'ailleurs tout à l'heure avec un ami, on devrait préserver, veiller à protéger les droits fondamentaux. Et nous, c'est ça notre vocation, c'est d'enseigner, c'est de rappeler, c'est de développer la culture dans tout ce qu'on fait, surtout en matière de justice, qu'on trouve un équilibre. Et à partir du moment où le procès est en cours, nous sommes dans le cadre de la présomption d'innocence, vous me permettrez de ne pas pouvoir aller plus loin. Oui, Ibrahim Malick Thioune, le Sénégal, on a toujours dit que c'est un pays aujourd'hui entouré d'une ceinture de feu, le Mali. Ce matin même, on a entendu l'attentat qui a eu un casque bleu a été tué. On parle de la Guinée-Bissau qui est dans une instabilité, au niveau de la Gambie qui encore se cherche, la Mauritanie qui aujourd'hui, la plupart des djihadistes ont eu du domicile dans ce pays. Est-ce que nous sommes dans une situation explosive au Sénégal avec ce qu'on entend par rapport aux révélations qui ont eu lieu au procès de l'imam Ndao? Oui, merci Alassane, merci professeur de débattre avec nous sur certaines questions qui sont assez essentielles pour une démocratie qui se construit. Pour comprendre cette question du djihadisme, il faut essayer de la replacer dans un contexte plus global. Et à ce compte-là, on peut avoir des éléments de compréhension. Alors, on est dans un cadre mondialisé, et ce cadre mondialisé appelle plusieurs rencontres combatives entre des notions qu'on croyait apaisées. Aujourd'hui, il se réalise une rencontre combative entre l'État et la religion, entre la politique et la religion. C'est à l'intersection de tout ce questionnement-là que se situe le point sur le djihadisme. Originairement, le djihadisme est une idéologie de l'islam sunnite qui est née de la rencontre entre un homme politique et un religieux vers les années 1920 en Arabie Saoudite. Et là, ce djihadisme-là est une interprétation de l'islam et une radicalisation de l'islam. L'affaire est présentée comme étant non pas tant une radicalisation de l'islam, mais une islamisation de la radicalité, parce que l'islam est pris au piège de cette ambition politique-là. Donc, si on revient à la question sur la rencontre entre la politique et la religion, l'histoire nous renseigne que ça a toujours été un compagnonnage assez truculent. Il y a toujours eu de la violence qui a résulté un peu de cette rencontre-là. L'Église a connu ça avec les croisades. L'islam est en train de connaître sa crise politico-religieuse avec ce djihadisme-là. Maintenant, si on rapporte ça à des données géographiques, on va dire, relativement au Sénégal, il faut également trouver un système explicatif avant de tirer un certain nombre de conclusions. Le système explicatif est, somme toute, assez simple. Le djihadisme
a un discours assez simpliste, assez réducteur. Dans la théorie djihadiste, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de place à la nuance et à la subtilité intellectuelle. C'est un discours assez simple. Cette simplicité-là est un élément qui attire des jeunes qui sont en mal de repère. Une autre analyse pourrait être que les systèmes qu'on avait ici pour la socialisation religieuse, à savoir les systèmes soufis et les systèmes confrériques, n'ont pas su à un moment endiguer cette approche du djihadisme qui avait donné un système d'explication assez simple. Ça, c'est le premier terreau. Donc, c'est la démarche intellectuelle djihadiste qui est le premier terreau de son implantation. La deuxième chose, c'est que c'est également la pauvreté. Vous savez, les gens qui sont pauvres, les très très pauvres, comme on peut en trouver dans nos pays, dans cette sous-région-là, ils sont très perméables à énormément de lubies et à énormément de fantaisie. On voit que dans ces zones-là, il y a, au-delà du djihadisme, énormément de types de croyances nouvelles qui viennent s'installer. Le continent qui connaît la croissance religieuse, toutes religions confondues, et l'Afrique, toutes les églises sont en train de s'installer, toutes les croyances religieuses sont en train de s'installer, tous les djihadismes sont en train de s'installer. Ça, c'est le second point. Le troisième point également, c'est que il y a de fausses promesses qui sont là. Toutes les personnes qui se disent attirées par les djihadistes ont toujours comme justification le fait que nous sommes à la recherche de sens, mais en réalité, on voit qu'ils sont en train de monnayer un peu leur engagement. Du coup, vous avez raison de dire qu'on est entouré par une ceinture de feu. Le Sénégal, aujourd'hui, tous les pays qui sont autour du Sénégal sont des pays qui sont un peu déstabilisés par cette présence djihadiste. On a vu le Mali, on a vu qu'il y a, de ce qui résulte un peu de ce procès qu'on est en train de lire, qu'il y avait des velléités de création d'un khalifa entre la Gambie, la Guinée-Bissau et un peu la Casamance, qui était déjà en déstabilisation, d'où des financements énormes qui ont été faits à un moment à Yahya Jammeh, qui étaient presque sur le point d'islamiser la Gambie et qui servirait de base pour fonder un khalifa de l'Ouest africain. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui a fait que le Sénégal n'est pas encore tombé? Les plus pessimistes diraient que ce n'est pas une question qui se pose. Aujourd'hui, on attend le camp. Mais on est presque à peu près sûr, selon tous les services de renseignement, qu'il y aura des attaques djihadistes au Sénégal. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui sont pessimistes. Je dis qu'au Sénégal, nos modes de socialisation religieuse que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir tout ce qui est confrérique, tout ce qui est le soufisme, a permis à un moment de poser des fondements d'un islam qui ne soit pas violent, mais qui soit structuré sur des fondements purement religieux. Donc, on peut avoir une crainte à voir ces choses-là. Le procès, il y a certaines déclarations qui font froid dans le dos. Il est vrai qu'ils sont présumés innocents, mais aujourd'hui, les auditions ou bien les interrogatoires à l'audience qui sont en train d'être menés nous permettent d'avoir une certaine idée de ce qui était en préparation et ça fait froid dans le dos. Du coup, la solution serait un ressourcement des Sénégalais autour d'un certain nombre de valeurs qui soient des valeurs aux antipodes de toute idée de violence. Comment justement gérer cette question bien précise par rapport à cette présence des Sénégalais dans des mouvements djihadistes? On a toujours considéré peut-être que le Sénégal était à l'abri de ce genre de choses-là. Si on retrouve des Sénégalais aujourd'hui qui sont en Syrie, qui sont peut-être au Nigeria, ailleurs, au Niger, entre autres, quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place pour éviter que le Sénégal ne soit dans la situation des autres pays? D'abord, je n'aimerais pas qu'on parle de tour du Sénégal, parce qu'un peu partout, il y a des attaques. Le Sénégal n'a pas encore été touché. Je ne souhaite pas que nous faisons allusion à cela. Restons optimistes. Le Sénégal est un pays de paix. Mais quelle anticipation? Nous sommes bien appréciés, nous sommes bien regardés. Même ceux qui sont dans le cadre du djihadisme, qui m'entendent, qui m'écoutent, nous apprécient bien. De façon générale, nous sommes équilibrés. Toute personne qui arrive ici peut librement exprimer son culte. Mais malgré tout, on adopte cette attitude qui consiste à placer un système préventif
Moi, ce que je vois, c'est que notre loi, l'ensemble des mesures ces mesures qui ont été proposées s'inscrivent dans cette prévention et que ce procès, c'est une alerte. Je pense qu'un peu partout, quand vous voyez des personnes qui rejoignent ce groupe, il ne faut pas généraliser jusqu'à avoir une crainte, une peur. À mon avis, l'apologie, à chaque fois à travers le discours ou l'écrit, on va dans le sens de magnifier ce phénomène, on risque de tomber dans cette situation. Mais est-ce que la pauvreté, c'est l'une des causes du fait que des Sénégalais puissent rejoindre ces mouvements? Est-ce que la pauvreté est l'une des causes? J'avoue qu'on doit l'aborder dans ce sens. La pauvreté est la cause de tout. La faiblesse de l'esprit, empêcher qu'il y ait l'ouverture du grand esprit, et donc la pauvreté peut être la cause du djihadisme, parce que ceux qui sont mal intentionnés cherchent des personnes qui sont dans une situation vulnérable, qui sont très fragiles. Ce sont ces personnes qu'on utilise pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est la raison pour laquelle, même pour le juge, quand il a en face de lui ce phénomène-là, quand il est amené à apprécier la culpabilité, il doit savoir cerner, il doit savoir distinguer ce qui est véritablement du djihadisme et d'autres qui ont été utilisés, qui ont été orientés. Il va falloir donc, dans la répression, qu'on puisse en tenir compte, l'adapter. Et que ce que j'apprécie dans le dispositif répressif, c'est qu'on insiste sur le mot intentionnel. Alors il va falloir donc voir parmi ce groupe, parmi ces personnes, quand il y a bande, il va falloir essayer de caractériser l'intention. Ibrahim Tchoune, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les partis politiques au Sénégal, on les entend pratiquement jamais aborder ces questions qui pourtant traversent aujourd'hui la société sénégalaise? Oui, c'est une question nouvelle. C'est une question assez, on va dire, assez inédite, qui fait que peut-être que les partis politiques n'ont pas encore eu le temps d'être dans la formulation d'une réponse adéquate. Alors, tout le monde est pris de court. Il est vrai que les partis politiques, comme ils ont en charge de proposer ce qu'on appelle des Weltanschauung, des modes de vie, des projets de société, ils devaient être dans une logique d'anticipation pour pouvoir nous prévenir d'un certain nombre de questions. Mais le fait est que, moi je considère à leur décharge qu'ils ont tous été pris de coup par cette affaire-là. Et il y a beaucoup de gens, parce que j'en discute un peu partout, qui étaient à milliers de croire que ces accusations étaient des accusations fondées. Tout le monde croyait que il y avait une manipulation, on voulait donner des gages, l'État sénégalais voulait donner des gages à certaines métropoles, et voilà. Mais en réalité, tout le monde se rend compte que c'est une réalité. Alors, tout le monde se rend compte qu'on a une réalité djihadiste au Sénégal et que les partis politiques n'étaient pas assez... Mais ce n'est pas que les partis politiques. Les partis politiques ne sont que des générations du corps social. Au-delà des partis politiques, même la société sénégalaise n'a pas eu le temps de formuler un certain nombre de réponses anticipatoires, si on veut être dans la logique du professeur Thiam, des réponses préventives. La société sénégalaise n'a pas eu le temps de s'y préparer. Après, ce qui a pu être fait, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment au niveau de la frontière, et on a fait un certain nombre de choses sur le plan des enquêtes et des services secrets. Mais maintenant, comment reformuler aujourd'hui comment vouloir vivre ensemble, comme on le dit, dans ce pays-là, pour éviter les débordements dans ce genre de situation aujourd'hui? Est-ce que les confréries considérées comme étant des remparts le sont toujours? Oui, on est dans deux ordres théoriques assez différents. On est dans un ordre sociétal et un ordre étatique. À considérer que les confréries soient dans un ordre sociétal, ils n'ont que des formules, on va dire, assez informelles. Parce que les dires et les pratiques des confréries n'ont pas de prise sur la réalité juridique. C'est un phénomène social. Sur le plan étatique, il ne faut pas oublier que la Constitution du Sénégal pose un principe de laïcité. Le principe de laïcité, si on se réfère à la loi qui en est la référence en France, l'article 1 de cette loi dit « L'État ne reconnaît
ni ne salarie aucun culte. Autrement dit, l'État est à équidistance de l'ensemble des pratiques religieuses et cultuelles. Et si on rapporte ça au Sénégal, la religion est considérée comme une coutume. La religion au Sénégal est considérée comme une coutume. Et pour s'en convaincre, il faut aller dans le droit de la famille. C'est dans le droit de la famille, on considère que le mariage fait selon une coutume islamique. On parle de coutume islamisée. Donc l'islam est considéré comme une coutume. C'est ce principe de laïcité qu'il faut réinterroger pour pouvoir asseoir un arsenal de structuration de notre société sur le plan juridique. Il faut qu'on reconsidère un certain nombre de choses. Cela dit, le fait est que ces confréries-là, les confréries, ont une base assez enracinée au Sénégal pour pouvoir servir de paravent à ce type de phénomène. Parce qu'en réalité, c'est un phénomène assez marginal qui est venu au Sénégal vers les années 1956 avec les... En tout cas, ceux qui peuvent être originés de la logique djihadiste, donc de la logique wahhabite, se sont implantés au Sénégal vers les années 56 avec les premiers mouvements qu'on peut appeler les Ibadou, les Darou Istiqama, et ainsi de suite. Bon. Ce sont des gens qui disent que nous, on ne fait partie d'aucune forme de confrérie. Notre seul guide et référence, c'est le Coran, la Sunna et les salafs. Les salafous salih, c'est-à-dire les premiers devanciers. Donc, ils s'en tiennent là. Et il faut aller plus loin dans cette question, Alassane Samba Diop. Pour aller plus loin dans cette question, il faut comprendre, il faut qu'on parle du wahhabisme. Le wahhabisme est une pensée islamique qui se donne deux types d'ennemis. Qui vient de l'Arabie Saoudite. Qui vient de l'Arabie Saoudite, avec Abdul Wahhab. Abdul Wahhab qui a fait un pacte politico-religieux avec Ibn Saoud pour fonder l'État d'Arabie Saoudite. Et le pacte consistait à dire que Abdul Wahhab et ses descendants vont gérer la question religieuse et Ibn Saoud et ses descendants vont gérer la question politique. Donc en réalité, c'est un peu faux de dire que la religion et la politique s'entremêlent en Arabie Saoudite. Non, il y a une frontière très étanche entre tout ce qui touche le religieux et tout ce qui touche la politique. Après, il y a des maquillages. Mais ce wahhabisme-là se donne deux types d'ennemis. Le premier ennemi, ce sont des ennemis de l'extérieur. Ils considèrent que toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes doivent être converties, nolens volens, à l'islam. Soit par un prosélytisme, on va leur expliquer pour les convaincre à adhérer à l'islam, ou bien par le djihadisme. Donc le djihadisme est une modalité d'intervention du wahhabisme dans le cadre de son extension. Le deuxième ennemi de ce wahhabisme-là, c'est un ennemi musulman. Il considère que toutes les personnes qui ne se réfèrent pas en termes d'interprétation à ce que disait Abdul Wahhab et tous les autres grands doctrinaires qu'ils reconnaissent, notamment Ibn Taymiyyah, Ibn Jawziyya, Ibn Khayyim al-Jawziyya et Ibn Kathir, toutes les personnes qui ne se réfèrent pas à ces gens-là sont des koufars. Et ils ont fait naître une théorie qu'on appelle la théorie takfiriste, qui consiste à te sortir de l'islam. Et excommunier quelqu'un de l'islam pose deux conséquences. Ça veut dire que ton patrimoine et ton sang peuvent être à la disposition de tout musulman. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le djihadisme a ses premières victimes au sein de l'islam. Les premières personnes qui sont victimes de ce djihadisme-là, c'est les musulmans. C'est des musulmans. Il y a de temps en temps, il y a des choses qui se passent en Europe, au Sénégal, au Burkina Faso, mais ceux qui en souffrent le plus, ce sont les chiites qui sont au niveau du Moyen-Orient, ce sont des musulmans au niveau de la Syrie, ce sont des musulmans au niveau de l'Algérie. C'est ça, la réalité. Tant qu'on ne comprend pas cette réalité, et le professeur Bakary Sambou de l'Université de Saint-Louis avec l'Institut Timbuktu est en train de faire un excellent travail autour de cette question-là pour donner un sens. Parce qu'il faut produire un contre-discours religieux. Le wahhabisme est un discours religieux qui a un certain nombre de principes et de préceptes, parfois douteux ou loufoques, mais qui est un discours qui prend. Donc il faut que la religion musulmane fasse une sorte d'aggiornamento. Cet aggiornamento consisterait à dire on va revisiter un certain nombre de concepts dont on est sûr qu'ils ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec la religion, et que le débat se tienne. Et à partir de ce moment, il faut produire un contre-discours religieux. C'est là où se situe peut-être l'échec, non pas tant des fondateurs de nos confréries, mais de leurs successeurs. Les successeurs n'ont pas pu construire un contre-discours religieux assez fort pour permettre aux jeunes
et à d'autres personnes qui seraient tentées d'aller rejoindre ces pâturages-là. Est-ce que le fait qu'il n'y a justement pas de contre-discours religieux par rapport à cette idéologie djihadiste ne fait pas qu'aujourd'hui les musulmans à travers le monde subissent aujourd'hui tout ce qui est communication, tout ce qui est idéologie véhiculée par des médias qui considèrent que tous les musulmans sont pratiquement des terroristes? Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir parler, comme il l'a dit, M. Tchoun. J'ai la malchance d'avoir en face de moi un homme très cultivé qui dit tout, de sorte que j'ai toujours du mal à en ajouter. Tout à l'heure d'ailleurs, il disait que l'islam est considéré comme une coutume, ce que j'ai bien noté et appris, moi qui pensais que nous avions la tradition d'un côté et l'islam de l'autre, ce qui ne fait pas les deux en même temps. Il faudra donc noter que la religion, c'est autre chose. C'est nous qui, avec nos usages, nos pratiques, versent cela dans la religion. Et autre chose que j'ai appris de lui, c'est les contre-discours. Nous venons donc à votre question religieuse. Effectivement, il faut parler, il faut communiquer, il faut donner le bon élément dans le cas de la religion et ne pas viser nommément. Et il faut faire une culture de la religion. Je pense que ça revient aux autorités constituées de parler. Et l'État, il a nommé une notion très très difficile, complexe, la notion de laïcité, fait respecter la croyance et aussi la non-croyance. Ce qui fait que c'est difficile, c'est que je suis libre, j'ai ma conviction, je peux aller en Syrie, je peux aller où je veux, c'est vrai, mais aussi respecter l'autre. Respecter la façon de voir l'autre. Ce qui est extrêmement grave, c'est de vouloir dire que tout le monde doit faire comme vous, doit être dans la même version que vous, dans la même veine que vous. C'est ça qui est grave. Et je pense que ça revient effectivement à nos imams, aux personnes indiquées, de parler, d'entrer en relation de communication avec ceux qui risqueraient, de par leur vulnérabilité, leur fragilité. Est-ce que justement cette question, vous pensez qu'on doit l'introduire dans le système éducatif au Sénégal, que ce soit un système religieux, que ce soit un système formel, pour que les enfants déjà puissent comprendre les enjeux? Parce que c'est l'avenir du pays. Oui, c'est une question qui est devenue aujourd'hui intéressante ou bien une question qui est prégnante, le djihadisme dans nos pays. Oui, mais ce n'est pas mal, c'est une idée envisageable, le fait dans le cas de l'éducation, d'enseigner toutes les cultures, la culture arabe, d'enseigner les religions. Mais il faut faire attention de ne pas procéder à la discrimination, puisque l'État doit veiller sur la liberté, sur l'égalité également. Donc quand il y a des programmes, il faut faire en sorte que ces programmes reposent sur ces valeurs. Oui, et les médias dans cette propagation du djihadisme qui montrent que tous les musulmans sont stigmatisés à travers le monde, sont considérés comme étant des potentiels terroristes. Oui, mais ça, sur le plan logique, c'est extrêmement faux. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme en philosophie. L'essentialisme, c'est un raisonnement logique qui est catastrophique parce qu'il consiste à généraliser à partir d'un seul point. C'est parce qu'on a vu deux personnes qui sont des djihadistes, qui sont des musulmans, et on fait une généralisation pour dire que tous les musulmans sont des terroristes. Ça, c'est un court discours contre lequel également il faut se battre. Parce que avant d'en arriver à la question médiatique, restons à la question communicationnelle. Sur le plan de la communication, on voit bien qu'il y a des organisations aujourd'hui, on a connu l'IRA, on a connu l'ETA, mais c'est des organisations qui vont faire exploser, comme exactement le font les djihadistes aujourd'hui, ils vont faire exploser des voitures, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une revendication parfois religieuse, parfois sociale, parfois politique. Le terrorisme est l'utilisation de la terreur pour faire entendre une cause politique, religieuse, sociale. C'est ça le terrorisme. Pourquoi n'a-t-on pas qualifié ces organisations-là de terroristes, alors même qu'il s'est agi qu'une seule fois qu'on parle de musulmans pour qu'on commence à construire un discours terroriste? Donc il y a cette manipulation-là contre laquelle qu'il faut déconstruire dans un premier temps sur le plan médiatique, et c'est bon pour les musulmans. Il y a également un autre type de discours qui est harassant. Le djihadisme est un problème qui concerne l'humanité. Le djihadisme est un problème qui concerne tous les Sénégalais. Il ne faudrait pas aujourd'hui cantonner la question à une réponse purement musulmane. Les musulmans ne sont pas forcément concernés, ils ne sont pas forcément responsables des djihadistes.
Donc ils ne doivent pas être montrés du doigt à chaque fois qu'il y a un attentat djihadiste. On dit que les musulmans... Non, c'est un problème qui concerne tout le monde et la réponse doit être une réponse collective et générale. Ça, c'est une première chose sur cette question-là. Sur la question médiatique, pour bien comprendre le wahhabisme, il faut dire qu'ils ont des modes de pénétration et d'installation dans une société. L'un des modes privilégiés, c'est aujourd'hui les médias. Quand vous faites une recherche sur l'islam, sur Internet, les 20 premiers sites que vous rencontrez, ce sont des sites qui sont ouvertement wahhabites ou qui sont d'obédience salafiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de référencement qui se fait, qui sont là, qui fait que également l'islam qu'on peut dire traditionnel, l'islam soufi traditionnel qu'on a connu, l'islam, moi je n'aime pas trop le terme islam modéré, ça ne veut rien dire absolument. En tout cas, l'islam traditionnel qu'on a connu, cet islam qui a prôné la paix, n'a pas été vigilant sur cette question-là. Au Sénégal, prenons le cas du Sénégal, on a toujours considéré que pour être un islamologue ou bien pour être un tenant des questions islamiques, il y avait un parcours presque sanctuarisé. Il fallait faire le Dara, sortir du Dara, aller apprendre 2-3 livres, faire un petit crochet en Mauritanie, au besoin aller à Al-Azhar, revenir et répercuter le même système en créant un Dara. Donc, la diffusion islamique à travers nos canaux traditionnels, c'est toujours fait en l'absence des nouveaux moyens de communication. Pourquoi, jusqu'à une période récente, on n'a jamais eu une radio, une télévision ou bien des médias qui sont ouvertement Mouride, Tidjane, Layen, je ne sais quoi. Ce n'est que récemment que ça a commencé à se faire. Alors que le djihadisme ou le wahhabisme procède dans le cadre de son extension d'une logique très fine et très implacable en termes de communication. Cette communication-là passe par les médias, passe par un certain nombre de présences. Il crée des écoles, il crée des ONG, parce que le financement, parce que c'est un tout. L'aspect financement est géré par les ONG, l'aspect éducation est géré par les écoles, l'aspect communication est géré par des médias et des réseaux sociaux. Et il y a également aujourd'hui un aspect qu'ils sont en train de mettre en place, c'est un aspect politique, parce que ils doivent intégrer la sphère politique. Le wahhabisme ne peut pas s'implanter durablement dans une zone sans être en accointance avec l'État. Le djihadisme, le wahhabisme est né d'un pacte entre le religieux et le politique. Il ne survivra qu'en étant avec le politique. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Oui, est-ce que au Sénégal aujourd'hui, les confréries que l'islam est prôné au Sénégal, qui parlent de paix, qui parlent d'amour du prochain, la façon dont l'islam est pratiqué au Sénégal, est-ce que c'est un rempart contre ce genre de situation-là? Est-ce que le Sénégal peut être un exemple? Vous avez des façons de poser des questions et je me demande à chaque fois par où je dois commencer. Mais je m'attache tout simplement au fait de dire est-ce que le Sénégal peut être un exemple? Ah oui, c'est un bel exemple. Le Sénégal peut constituer une référence. Vous n'avez qu'à examiner le phénomène de façon générale. Regardez bien, nous pratiquons de manière douce, nous respectons. Ces situations qui ont été évoquées, savamment évoquées par M. Thioune, ce sont des situations qui existent dans notre pays, mais je ne sais pas si j'ose dire assez négligeables par rapport à ce que nous faisons. Pour ce qui est du terrorisme, je crois qu'il faudra mettre l'accent sur deux choses. La responsabilité parentale, les familles. Je crois que c'est extrêmement important. Et que ceux qui doivent nous parler doivent toucher notre quotidien. Les imams vers qui nous allons les vendredis, les autorités supérieures vers qui nous allons les dimanches, cathédrales, je pense que doivent mettre l'accent sur ça, notre vie de base, la vie réelle. Et ensuite, l'autre élément que nous pouvons utiliser, l'autre chose, c'est l'utilisation de l'Internet. L'utilisation de l'Internet, je pense que ça aussi c'est cadré, on doit faire attention beaucoup à cela. Le Sénégal, à mon avis, jusque-là, est sur une situation très équilibrée et je pense que nous garderons la paix pendant très longtemps. Le deuxième point de notre débat, si on peut progresser un peu sur le parrainage, on a vu qu'il y a un débat autour du parrainage, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le 19 avril prochain, donc jeudi prochain, l'Assemblée nationale devait examiner le projet de loi concernant le parrainage. Est-ce que le parrainage, Thioune, est une bonne chose pour la démocratie ou bien le contraire?
si vous me posez la question sous l'angle d'un jugement de valeur, la réponse est forcément piégeuse. Et il ne faut pas que je vous suive dessus. Pour parler du parrainage, il faut qu'on reconsidère la question sous son contexte. Quel est le contexte? Le contexte est qu'aujourd'hui, on est à quelques encablures des élections présidentielles. À 10 mois. À 10 mois. Donc, on a le frémissement de l'emballement est là en train d'être vu. Tout le monde est en train de se préparer. Première chose. La deuxième chose est qu'on a une constitution nouvellement votée. Une nouvelle constitution a été votée. Ça veut dire que on a un code, également un code électoral. On a le jeu qui est l'élection électorale, l'élection présidentielle. On a les règles du jeu, constitution et code électoral. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse changer les règles du jeu à quelques encablures du jeu. Et si le juriste que je suis va dans son analyse strictement juridique, il y a des questions à se poser. Lesquelles? La question de la constitutionnalité de ce parrainage-là. Le fait d'introduire la constitutionnalité, le parrainage, est-il constitutionnel? Est-il conforme à notre constitution? Mon point de vue, Ibrahima Malick Thioune, est que non. C'est une mesure anticonstitutionnelle et je vais m'en expliquer. Première chose, la Constitution est le texte qui organise les rapports de pouvoir dans un pays. Dans le cadre de cette organisation des rapports de pouvoir, il y a des principes qui sont mis en place, notamment un principe qu'on appelle le principe d'intangibilité. Il y a certaines choses dans notre Constitution qu'on considère comme intangibles, auxquelles on ne peut pas toucher. Là, il faut distinguer entre intangibilité et fixité. La fixité est l'impossibilité de faire évoluer une chose du point de vue de sa position. L'intangibilité est l'impossibilité de faire évoluer une chose du point de vue de son intégrité. Voilà. Au Sénégal, la loi constitutionnelle, la Constitution dit en son article 103, alinéa 7, que le mode d'élection est intangible. Là également, une sous-distinction doit être faite. Il faut distinguer entre le mode d'élection et le mode de scrutin. Le mode de scrutin, c'est les opérations de votation jusqu'à la désignation. Le mode d'élection va de la déclaration de candidature auprès du Conseil constitutionnel jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui arrête la liste des candidats et qu'on ouvre la campagne électorale. C'est ça le mode d'élection. La Constitution sénégalaise dit que le mode d'élection est intangible. Or, si on introduit le parrainage, on est en train de toucher à un élément du mode d'élection qu'on avait dit qu'il était intangible. Lequel élément est la déclaration de candidature. Je vous ai dit que le premier acte du mode d'élection, du processus, est la déclaration de candidature. Les conditions de recevabilité de cette candidature-là sont en train d'être modifiées. Donc, incidemment, on a touché à l'article 103 qui voudrait que cette affaire-là soit intangible. De ce point de vue-là, la disposition est inconstitutionnelle. Mais on peut aller plus loin. En quoi faisant? En essayant de voir quelle est la justification qui nous est servie pour expliquer ça. Il est vrai qu'aucun pays n'a besoin d'une pléthore de candidats. Encore que les expressions et les opinions peuvent s'exprimer de manière multiple. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Tous les Sénégalais, on aurait pu dans l'absolu avoir 14 millions de candidats. Ça ne gênerait pas, la démocratie l'autorise. On a eu, il y a 2 ans, la possibilité de changer notre constitution, on n'en a pas parlé. N'en ayant pas parlé, ça veut dire que nous, le constitution sénégalais, a vu l'ensemble des principes et valeurs qui doivent structurer notre société et l'a fixé dans le marbre au travers de cette constitution-là. Il n'est pas question d'y retoucher. Mais, la justification qu'on nous sert, c'est qu'il faut que tous les compétiteurs à l'élection électorale soient à équivalence en termes de possibilités. C'est-à-dire, les citoyens candidats et les partis politiques doivent... Les indépendants. Ce qu'on appelle les citoyens candidats, les indépendants. Mais là, il y a un gros problème. Lequel? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Jamais je n'ai entendu ici au Sénégal un candidat indépendant dire que moi, je veux que les partis politiques soient parrainés. Oui, Abraham Sarr a fait une contribution, il a écrit ancien candidat, oui, en 2012. Oui, en 2012. Donc il est pour le parrainage. Il a été victime de ça. Il est pour le parrainage. On va revenir sur ça. J'ai lu l'article là, mais je vais terminer mon raisonnement. Jamais je n'ai vu un candidat à l'élection présidentielle, qui soit un candidat indépendant, demander à ce que les partis politiques soient parrainés. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la Constitution sénégalaise qui dit que les partis politiques
participent à l'animation de la vie politique. On n'a pas nommé les candidats indépendants. Première chose. La deuxième chose, si on veut faire un équilibre, mais pourquoi on aggrave la situation? On dit que vous, les candidats indépendants, on vous demande 10 000 signatures, aujourd'hui on vous demande 100 000. Dans quel pays est-on pour dire que, en voulant vous alléger une situation, vous les candidats indépendants, on veut réparer une injustice, laquelle injustice vous frappe, et que cette injustice-là qui vous frappe, on va la réparer en aggravant les conditions qui font que vous êtes dans l'injustice. En droit, il y a ce qu'on appelle les incapacités de protection et les incapacités de suspicion. Là, on est dans le cas d'une incapacité de protection pour trouver l'image. L'incapacité de protection, c'est le fait de dire qu'une personne est incapable, on lui met en place un statut pour protéger cette personne-là. Aujourd'hui, les candidats indépendants, on leur met en place un statut pour les protéger. Et aujourd'hui, on est en train d'aggraver cette mise en place. Ça, c'est une deuxième chose. La dernière chose, il y a beaucoup d'autres choses, mais le point sur lequel je vais terminer, est que on excipe de l'argument du droit comparé pour dire qu'il faut faire comme les grandes démocraties. Ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'il y a on dit que comparaison n'est pas raison. Première chose. Mais la deuxième chose, la plus essentielle, c'est que on ne peut pas, nous, assumer notre histoire démocratique en toujours se référant à ailleurs. Il nous faut avoir la responsabilité de construire notre histoire politico-démocratique à partir de nos propres réalités. Et on a eu l'occasion, il y a 2 ans, de changer tout ça. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vienne là pour nous expliquer un certain nombre de choses, encore qu'il y aurait des éléments qu'on pourrait expliquer pour défendre cette position. Oui, Samba Thiam, ta position par rapport à ce parrainage-là qui suscite le débat dans ce pays? Mais il fallait commencer par moi, mais puisque vous avez commencé par lui, et puis j'ai entendu parler de l'intangibilité, puisque ça a commencé par lui, je crains de dire mon opinion, puisque on parle de mode électoral, et je ne sais pas mon domaine, le constitutionnalisme, je n'ose pas revendiquer une certaine spécialité, mais j'ai appris en tant que juriste les principes fondamentaux. Je pense que nous avons une évolution magnifique. Nous sommes partis de très très loin, à une époque où c'était inimaginable qu'il y ait plusieurs partis. Ensuite, les courants étaient limités, c'est le multipartisme. Donc notre situation politique a magnifiquement évolué. Mais la démocratie, c'est quelque chose de sérieux. La démocratie doit être analysée sous cet angle. Il va falloir mettre ensemble les prérogatives constitutionnelles. Moi, je pense que c'est une prérogative constitutionnelle accordée au président de la République de dire que je viens avec mon projet. Et puis les députés aussi ont la possibilité. Ce sont les institutions qui sont là. Les textes le prévoient. Et puis je l'utilise. Maintenant, est-ce que je peux l'utiliser dans tel domaine en considération comme étant intangible, merci. On ne peut pas toucher, ça me pose problème, puisque c'est lié à l'évolution de la société. Encore, c'est lui des spécialistes, les autres diront. Moi, je peux considérer que oui, dans le cas du mode électoral, on peut entendre beaucoup de choses. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui nous dira qu'est-ce qu'il faut trouver dans la notion de mode électoral. Moi, je pense que le parrainage qui suit l'évolution de notre société peut venir entrer. C'est un système considérable, parfait à mon avis, qui permettrait aussi d'écarter des candidatures, puisque je parlais du sérieux de la démocratie, relativement farfelu. L'autre prérogative que je voudrais aussi, au nom de la paix, que les autorités supérieures acceptent, c'est qu'à partir du moment où la loi vous permet d'utiliser cette voie, il faut aussi permettre à ceux qui sont dans l'opposition d'exprimer leur opinion, de manifester. C'est une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Je pense qu'il ne devait pas y avoir un non systématique tout de suite. Il faut faire la demande de marcher. On ne doit pas opposer l'ordre public. La menace de l'ordre public doit être caractérisée. Le fait de refuser, ça doit être quelque chose de nécessaire.
il ne faut pas refuser qu'il y ait l'expression de cette liberté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a encore des plages de convergence par rapport à cette affaire? De façon objective, dans l'intérêt de notre pays. Dans tout ça, où sont les Sénégalais? Est-ce que de la façon globale, les partis politiques respectent les Sénégalais? Mais ce qu'il y a lieu de noter, et je fais partie de ce lot, les Sénégalais sont là, ils observent, ils regardent, ils écoutent. Ils attendent un moment très précieux qui leur est reconnu, le moment d'exprimer leur vote. C'est à partir de ce moment-là que vous allez relever la véritable volonté des Sénégalais. Et comment aujourd'hui revenir en consensus où personne ne veut parler à l'autre? Mais il suffit de demander à parler. Dès que vous faites un appel et que les conditions sont réunies pour que nous puissions parler, débattre, échanger de manière égalitaire, je pense qu'on arrivera à un consensus. Et j'aime bien le mot consensus parce qu'il garantit la paix dans notre pays, un pays encore de référence. Et la société civile qui a commencé à faire des démarches, sans pas devoir être entendue par les deux partis? Il y a eu une question sur laquelle je voulais rebondir, c'est la participation citoyenne. Aujourd'hui, la démocratie moderne, parce qu'on se gargarise de modernité aujourd'hui au Sénégal, la démocratie moderne, c'est une participation plus active et plus massive des citoyens dans le jeu politique. Aujourd'hui, toutes les grandes démocraties ont connu des révolutions à la limite parce que la citoyenneté est arrivée massivement dans le champ politique. Ce qu'on voit en France, la démarche de Macron n'est pas une démarche politique, c'est une démarche à la limite citoyenne. On a vu Tsipras, je vous l'ai dit dans une précédente émission, qu'on est aujourd'hui à l'ère des démocraties post-partidaires. Il y a un dépassement du parti politique qui fait qu'aujourd'hui, il y a une implication plus massive du citoyen. Et c'est là où il y a un problème. Au Sénégal, on entend ces voix. C'est ça le problème. Vous avez l'impression au Sénégal qu'on entend ces voix qui ne sont pas dans les partis politiques, qui voudraient qu'aujourd'hui, que le pays, que ce soit l'opposition au pouvoir, que les gens soient plus responsables dans la gestion du pays. On les étouffe. Ces voix-là, elles existent, mais il y a deux problèmes. Un, on les étouffe. Deux, il n'y a pas encore au Sénégal une prise de conscience citoyenne assez forte pour permettre de dire que nous devons participer au jeu politique. Aujourd'hui, toutes les organisations de société civile qui sont là sont en train, en réalité, d'intermédier une parole sociale qui a du mal à s'exprimer. Quand on voit Y'en a marre, quand on voit les autres types... Des politiciens des fois. Oui, c'est un peu ça. Ils sont en train d'intermédier une voix. C'est-à-dire, voulant se positionner comme une alternative aux partis politiques, ils reprennent exactement la même démarche et le même discours que les partis politiques et les mêmes pratiques. Du coup, dans les deux cas, qu'on soit dans le cas politique ou dans le cas de la société civile, le citoyen est toujours relégué au diable vauvert. On ne l'entend pas. Et il faudrait qu'il y ait une réforme un peu de notre mode d'expression démocratique pour que le citoyen lambda puisse avoir son mot à dire. Je discute souvent avec ce qu'on appelle les enfants de Dara, les gens qui sont sortis des Dara, mais c'est des gens qui se sentent exclus du jeu politique. Et aujourd'hui, les arabisants, oui. Les arabisants ou bien ils se sentent exclus du jeu politique. Pourquoi diable de ces gens-là n'ont pas voix au chapitre alors même qu'ils constituent la partie la plus essentielle en termes de population de ce pays-là? Est-ce qu'on peut avoir une prise de conscience de ces citoyens dans un pays comme le Sénégal où pratiquement 95% peut-être des Sénégalais sont confinés dans l'ignorance? Encore une fois... Sans éducation. Je ne pense... Ils comprennent les enjeux quand ils ne sont pas... Je me trompe très souvent, mais je ne pense pas que nous soyons confiés... bloqués dans une ignorance. Beaucoup de Sénégalais. Mais non. La preuve de la grève à l'école aujourd'hui, les gens ne vont pas à l'école. Mais ils ne comprennent pas les enjeux. Il faudra faire attention. On peut se tromper d'analyse. Absolument. Je crois c'est une question. Si vous pouvez vous rapprocher de chacun, de chacune des Sénégalais, vous vous rendrez compte que vous vous trompez d'analyse, d'appréciation. L'intelligence, c'est pas seulement à l'école. On peut très intelligent sans être dans l'école. C'est vrai. Mais justement, je veux dire que s'il y a des soulèvements, s'il y a des expressions, ça c'est l'image de la démocratie. Je crois que maintenant ceux qui sont au-dessus devraient permettre que cela soit effectivement vécu. Voilà, réellement vécu. Ça dépend de ceux qui sont tout à fait en haut, qui prennent des décisions. Mais moi, j'aime bien que partout, à l'école, un peu partout, au niveau syndical, qu'il y ait des expressions contradictoires. C'est ça qui nous enrichit. Il faut l'accepter. Il faut créer les conditions pour que ça soit joui pleinement. Moi, c'est ça que j'admire. C'est ça la beauté du pays. J'aurais bien aimé qu'il y ait des grands esprits qui nous amènent vers là. Mais encore une fois, que les choses soient faites
très sérieusement. C'est-à-dire qu'on met tout le monde au même plan, au même pied. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci à Samba Thiam, professeur agrégé des facultés, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, avocat à la Cour, à Ibrahim Malik Thioune, juriste analyste, auteur de plusieurs articles sur la politique et le droit au Sénégal, à la technique Tabla Diop, micro à la Excellent dimanche à tous.